C'est une vraie tragédie. Je m'appelle Pat McGuinness, j'aurai 50 ans à Noël prochain et je défends des gens accusés de meurtre. James Stevens et sa femme étaient descendus au motel Ramada Inn. Ils revenaient avec leur petit déjeuner et avançaient sous le passage couvert quand quelqu'un a abattu l'épouse de M. Stevens. Au même moment, Brenton Butler était chez lui. Il disait bonjour à sa mère et s'occupait de son chien. Pourtant, ces deux événements se sont télescopés 2h30 plus tard. Brenton a été arrêté par la police et conduit devant M. Stevens, lequel l'a identifié comme l'homme qui avait tué sa femme. Tous les éléments déterminants de cette affaire se sont mis en place en 2 heures, entre 7h et 9h ce dimanche matin. Et c'est la façon dont le jury va considérer ces 2 heures qui décidera si Brenton Butler passera sa vie en prison ou retrouvera sa famille. C'est au matin du 8 mai que j'ai découvert l'histoire de Brenton Butler dans le journal. D'après l'article, ce garçon de 15 ans avait abattu une touriste blanche, meurtre qu'il avait avoué. Apparemment, l'affaire était résolue. Ma première réaction a été de me dire qu'il avait fichu en l'air sa vie et celle de cette femme. Plus tard ce matin-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer Brenton Butler. Ce qu'il m'a raconté se tenait parfaitement, et la façon dont les inspecteurs l'avaient traité m'a révolté. Et plus j'en ai appris sur l'affaire, plus j'étais furieux. Suspect's going to be a skinny black male wearing dark shorts, unknown shirt, had on a hat. Last seen on foot, running southbound, possibly using like a small Derringer type pistol. The latest update is a black male with a fish-like hat on with a cloth bill. Agent Martin, je vous ai convoqué parce que votre nom figure sur la liste des témoins potentiels de l'accusation dans l'affaire Brenton Butler, accusé du meurtre de Marianne Stevens le 7 mai 2000. Je m'appelle Anne Finel. Je suis avocate au bureau de l'assistance judiciaire de Jacksonville en Floride depuis près de 23 ans. Avec l'agent de la brigade canine, on discutait du peu d'éléments qu'on avait. Un homme noir dans ce quartier. J'étais garé face au nord et lui au sud quand il m'a dit « Il y a un jeune homme noir là-bas. Ça pourrait être lui comme n'importe qui d'autre. » Je lui ai dit « D'accord, je vais aller lui parler. » On avait vraiment très peu d'éléments au départ. J'ai démarré et j'ai roulé jusqu'à sa hauteur. Je lui ai expliqué qu'il y avait eu un meurtre dans la rue et que la police recueillait tous les témoignages susceptibles d'aider. Je lui ai demandé s'il habitait dans le coin. Il m'a dit oui. Je lui ai alors demandé si ça l'ennuyait de m'accompagner pour dire à l'inspecteur s'il avait vu quelque chose. Il m'a répondu non, pas du tout. Au motel, vous vous êtes garé où? Pratiquement dans le fossé, quelque part par là. Je me souviens que j'ai dû sauter par-dessus le fossé.
Et ensuite? Ils sont allés discuter entre eux pendant 1 minute ou 2, puis ils sont revenus avec le mari de la victime qui a déclaré que Brenton Butler était l'homme qui avait tiré sur sa femme. À 15 mètres de distance, il a dit « c'est lui ». C'est ça. Ça nous a un peu surpris. Alors on lui a demandé de s'approcher tout près de la voiture. Il l'a regardé de nouveau et il a dit « oui, c'est bien lui ». L'agent Martin a reconnu très franchement que la seule raison pour laquelle il avait abordé Brenton Butler ce matin-là, c'est parce qu'il était noir et qu'il se baladait dans le quartier. Vous vous rendez compte? Autrement dit, n'importe quel noir de Jacksonville qui se promène dans la rue en s'occupant de ses affaires sans rien faire de mal risque d'être interpellé, obligé de monter dans une voiture de police et embarqué. Il risque d'être présenté à la victime d'une agression qui va peut-être l'identifier dans des circonstances totalement biaisées dans la mesure où il est assis à l'arrière d'une voiture de patrouille. Car la majorité des victimes se diront qu'un individu assis à l'arrière d'un véhicule de police a forcément fait quelque chose de mal. Voilà où on en est aujourd'hui à Jacksonville. Pour ma part, je trouve ça écœurant et condamnable. Disgusting and reprehensible. L'affaire d'aujourd'hui, l'État de Floride contre Brenton Leonard Butler. Madame le procureur, êtes-vous prête à nous exposer les faits? Oui, Monsieur le Président. Très bien, commencez. Mesdames et Messieurs, bonjour. Avec la permission de la Cour. Allez-y. Le 7 mai de cette année, l'accusé Brenton Butler a accosté Mary Ann et James Stevens au Ramada Inn et a réclamé le sac de Madame Stevens. Avant qu'elle ait pu s'exécuter, il a braqué une arme sur son visage et tiré, touchant mortellement Madame Stevens à la racine du nez. Les preuves que nous allons vous présenter et qui démontrent sa culpabilité sont au nombre de 2. D'abord, M. Stevens, l'unique témoin oculaire du crime, a formellement identifié l'accusé comme la personne qui a tué son épouse. Il viendra à nouveau l'identifier devant ce tribunal. Ensuite, dans sa déposition recueillie par les policiers l'après-midi du crime, l'accusé a avoué être l'auteur du coup de feu. Parfait. Avec la permission de la Cour, Madame le procureur, Mesdames et Messieurs, bonjour. Les preuves présentées par la défense vous montreront que Brenton Butler n'a pas commis ce meurtre, parce qu'il n'a pas pu matériellement tuer Madame Stevens ce matin du 7 mai. À midi, les inspecteurs Williams et Darnell ont commencé l'interrogatoire de Brenton Butler. Ils lui ont demandé où il se trouvait samedi soir et dimanche matin. Dimanche matin, je me suis levée, j'ai pris ma douche, je me suis brossé les dents, j'ai vu ma mère et mon petit frère, je me suis occupée de mon chien, et un peu après 9 heures, je suis allée au magasin Blockbuster pour remplir un formulaire de demande d'emploi. Les inspecteurs lui ont répondu « Tu mens. On a un témoin oculaire. » L'inspecteur Glover est arrivé à la brigade criminelle avant 18 heures.
Il vous dira qu'on lui a affirmé que Brenton Butler était prêt à avouer. Prêt à avouer. Alors que ce jeune homme n'a pas cessé de répéter « Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait ». Donc, à 17h56, l'inspecteur Glover entre seul dans la salle d'interrogatoire pour parler à Brenton Butler. Et il lui dit « Tu n'es pas innocent. On a un témoin oculaire. Ce sont les négros comme toi qui me foutent en rogne. » L'inspecteur Glover a ajouté « Si j'avais été à ta place, j'aurais balancé le sac à main et l'arme dans les bois. » C'est ce que tu as fait? Tu as jeté le sac et l'arme dans les bois? Ensuite, l'inspecteur Glover part seul avec Brenton Butler. Il le tire par la ceinture de son pantalon, alors que Brenton Butler est menotté. Il s'enfonce dans les bois, au plus profond des bois, et là, dans cette semi-obscurité, juste avant la tombée de la nuit, mesdames et messieurs, il le frappe à l'estomac. Non pas une, mais 2 fois. Et il le frappe également au visage. Veuillez décliner votre identité. James Marion Stevens. Les Stevens étaient dans la chambre 142. C'est de ce côté-là. Voilà la 142. Ils ont tourné ici. Il est 7h30 à peu près. Ils ont des muffins, des cafés, le journal, et ils bavardent tout en marchant. Après le petit déjeuner, avez-vous vu quelqu'un en retournant à votre chambre? Oui, madame. J'ai vu un monsieur noir qui avançait sur le trottoir devant nous, 30 ou 45 mètres plus loin. Il portait un short qui lui arrivait sous le genou, un t-shirt foncé et un chapeau à bord étroit. On marchait tout en discutant, quand tout d'un coup, quelqu'un a surgi juste devant ma femme et moi en disant « File-moi ton sac ». Ma femme a fait « Oh » comme ça, et puis elle a commencé à faire glisser son sac de son épaule pour le lui donner. Il lève les yeux, le type avait fait demi-tour. D'après eux, il était droitier. Ça paraît collé vu que la balle est entrée ici. Bon. Pivote avec la main droite levée. Ok, il pivote. L'arme est à moins de 45 cm de son visage. Il lui dit « File-moi ton sac » ou « File-moi ton portefeuille », ce n'est pas très clair. Elle va pour lui donner son sac, mais avant qu'elle ne le fasse, il tire. Elle tombe en arrière. À quelle distance était-il? Entre 60 et 75 cm. Quelle partie de son corps regardiez-vous? Son visage. Vous avez déclaré avoir vu l'arme aussi. Oui. Quand il lui a réclamé son sac, il a levé son arme et a tiré. Juste ici. Vous montrez la zone au-dessus du nez. La racine du nez, juste ici. Vous montrez le côté droit de la racine du nez, c'est bien ça? Oui, madame. Bien. À présent? Non, pas le côté droit. Je montre le mauvais côté. C'était de ce côté-là. Mais c'était bien au niveau de la racine du nez. Oui. Bien. À présent, l'homme qui vous a agressé et qui a tué votre épouse le 7 mai, se trouve-t-il dans la salle aujourd'hui? Oui, madame. Où est-il? Décrivez-le. Il est assis à côté de madame Finel. Il porte une chemise rouge et un pantalon que je vois sous la table. Et il a des lunettes. Je voudrais que le procès-verbal mentionne que le témoin a identifié l'accusé. Oui, il a identifié l'accusé. Êtes-vous absolument certain qu'il s'agit bien du même homme que vous avez vu brandir une arme et tuer votre épouse le 7 mai? Absolument certain. Elle est tombée presque exactement ici.
Bon, ça fait quoi, 15 mètres? Apparemment, le temps qu'ils avancent de là-bas à ici, M. Stevens pense que l'homme est revenu sur ses pas d'une trentaine de mètres. Reviens vers moi à partir de là. Ça fait 45 mètres. Ok, stop. Il a fallu qu'ils reviennent de là-bas le temps qu'ils arrivent jusqu'ici. Si c'est bien lui. Tout à coup, un homme a surgi devant vous, C'est ça. à moins d'1 mètre, Entre 75 et 90 cm. sans prévenir. Non. Je veux dire par là que vous n'avez pas entendu quelqu'un courir sur le trottoir en béton, Non. ni quelqu'un courir sur l'herbe le long du trottoir. Non. Vous n'avez pas perçu le moindre mouvement rapide. Pas avant qu'il ne soit là. Et vous avez vu l'arme? Oui, elle était braquée sur nous. Une arme de type Derringer. Exact. 2 canons superposés? Oui, un canon basculant, comme on appelle ça. Monsieur Stevens, entre le moment où l'homme est apparu devant vous et votre femme, et celui où il a pris le sac et s'est enfui, il s'est écoulé 4 à 5 secondes. Oui, dans ces eaux-là. C'est dans ma déposition. 4 à 5 secondes. Oui. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. À peu près. Ce temps-là. C'est ça. Bien. À présent, sur le t-shirt que portait cet homme, vous n'avez pas vu de logo? Non, madame. On va examiner les preuves matérielles, c'est-à-dire ce que portait notre client. Ses vêtements, ses chaussures, ses sous-vêtements. Encore que ce ne soit pas d'une importance vitale. Et les indices recueillis sur les lieux du crime, des bouts de verre, un peigne. Now this is submission number 1, submission number 2. Monsieur Stevens, je vais vous montrer une photo de la pièce à conviction D. Oui, madame. Vous ne le reconnaissez pas? Je pourrais vous dire qui le portait, mais je ne l'ai pas regardé. Je vous ai dit qu'il avait un t-shirt foncé. C'est grâce à ça que je l'ai identifié. Monsieur Stevens. C'était sur le devant de son t-shirt. Vous dites que... Qu'est-ce qu'il y avait sur le devant du t-shirt? Un logo. Je vous ai dit qu'il y avait un logo. Monsieur Stevens, vous déclarez aujourd'hui qu'il y avait un logo sur le devant du t-shirt que portait votre agresseur. Il se trouvait dans le dos. Je vous pose la question aujourd'hui. Déclarez-vous aujourd'hui qu'il y avait un logo sur le t-shirt que portait votre agresseur? Non, pas l'agresseur au début. Sur le t-shirt de l'agresseur au début, il n'y avait pas de logo sur le devant. Mais je vous ai dit que plus tard, quand j'ai fait ma déposition, j'ai vu un logo sur celui de cet individu. Dans le dos, parce que je l'ai vu seulement quand il était de dos. Très bien.
Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Il a eu entre 1h30 et 2 heures pour se changer. Donc, il n'y avait pas de logo sur le t-shirt que portait votre agresseur. C'est bien ça? Au début. Non, monsieur, pas au début. Je n'ai pas voulu m'acharner sur lui parce que, franchement, le jury pense qu'il a assez souffert comme ça. Mais en même temps, il fallait que j'établisse certains points. J'aurais sûrement été plus gentil avec lui sans cette histoire de logo. J'ai été étonné que, d'un seul coup, il déclare qu'il avait vu un logo. Cela dit, je pense qu'on a obtenu ce qu'on voulait de monsieur Stevens. Est-il vrai que vous ne vous souvenez pas avoir donné une description de l'agresseur à l'agent arrivé sur les lieux juste après le meurtre? Je ne l'ai pas dit dans ma déposition, non. Je vous ai dit que... Pardon. Est-il vrai que vous ne vous souvenez pas avoir dit à cet agent que votre agresseur était un noir plutôt maigre, vêtu d'un short foncé, d'un t-shirt de couleur non identifié, d'un chapeau et armé d'un pistolet de type Derringer? Je ne m'en rappelle pas parce que je ne me rappelle pas lui avoir parlé. Je vais chez les butlers pour éclaircir certains points de leur témoignage. Ce magasin là-bas doit être le seul entre le motel et le domicile de Brenton, sur le chemin de Blockbuster. À ma connaissance, la police n'y est même pas allée. La police a fait venir des plongeurs à 2 reprises pour ratisser les temps. Évidemment, l'arme n'y était pas. Ils ne se sont même pas donné la peine d'interroger les voisins au cas où quelqu'un l'aurait vu quitter la maison ce matin-là, entre 7h et 8h. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas vérifiées. C'est le dimanche matin que ton frère a été arrêté. Oui, monsieur. À quelle heure t'es-tu réveillé ce matin-là? À 7h30. Bien. Si j'ai bien compris, à ton réveil, tu as entendu de la musique dans la chambre de Brenton. Oui, monsieur. Tu l'as vu sortir de sa chambre tout habillé? Oui. Tu as dit qu'il portait un t-shirt bleu marine et mauve et un short bleu foncé. C'est comment mauve? J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il portait un t-shirt bleu marine Nautica. Nautica. Quand vous vous êtes réveillé, Melissa était déjà allée préparer le café? Oui. Vous l'avez bu dans votre chambre? Oui. Vous avez discuté un moment? Vous vous souvenez de quoi vous avez parlé? Sinon, ce n'est pas grave. Non, rien d'important. Bien. Vous n'avez pas vu Brenton? Non. Vous l'aviez entendu? Je ne l'ai pas entendu lui. J'ai entendu de la musique et du bruit dans sa chambre. Bien. Il était presque 7h quand vous avez jeté un œil chez les garçons. C'est ça. Vous êtes sortis prier pendant une vingtaine de minutes. Exact. Vous êtes rentrés, il n'avait pas encore pris sa douche. Il était toujours en caleçon. Je m'en souviens très bien. Il était donc 7h20. Oui, dans ces eaux-là. Très bien. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel dans son comportement? Il ne transpirait pas, il n'était pas agité ni essoufflé? Non. Il était comme d'habitude, calme. Vous entrez régulièrement dans sa chambre pour faire le ménage? Oui. Vous n'avez jamais vu d'armes? Non. Des balles? Non. Un chapeau de pêcheur? Non. Les seuls qu'il a, ce sont ces 2 casquettes et celles du lycée. Oui. Hier, avec Anne, on a discuté de l'ordre de passage des témoins. On pense terminer avec Melissa. Je crois que son compte-rendu sur l'emploi du temps de votre fils est très solide. Et de vous 4,
Ne le prenez pas mal, André, mais elle est plus jolie que vous et elle fait un meilleur témoin. D'accord. Un jury écoutera une mère qui parle de son fils. Et comme elle l'a vu à 4 reprises ce matin-là, c'est un témoin essentiel. Bon, c'est tout pour ce soir. We pray and thank you for giving the defense attorney wisdom from on high. Yes. But then you are the great attorney, and we trust in your holy name. Yes, Jesus. Bless this family. Amen. 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 Veuillez décliner votre identité. James H. Williams. Où travaillez-vous? Au bureau du shérif. À la brigade criminelle, vous êtes affecté à quel groupe? L'équipe numéro 3. Qui d'autre fait partie de cette équipe? Le sergent Joyner, mon coéquipier, l'inspecteur Darnell, et les inspecteurs Biakowski et Eason. Le 7 mai dernier, où vous trouviez-vous à l'arrivée de M. Stevens? Au coin de Richard Street avec l'agent Martin et Brenton. Racontez-nous ce qui s'est passé. Monsieur Stevens s'est approché, l'a regardé et a dit « c'est lui ». Puis il m'a demandé s'il pouvait le voir de plus près, ce que je l'ai autorisé à faire. J'ai même ouvert la portière côté passager de la voiture de police. Monsieur Stevens s'est assis, a regardé Brenton et a déclaré « c'est lui ». J'ai dit « Monsieur, vous êtes bien sûr que c'est l'homme qui a tué votre femme ?» Il a répondu « Jamais je n'enverrai un innocent en prison ». Vous étiez l'inspecteur chargé de cette affaire. C'est exact. Donc c'est à vous qu'incombe la responsabilité de l'enquête. En effet. Combien de témoins avez-vous interrogés au cours de l'enquête? J'ai parlé quelques minutes avec Kate Donaldson. L'avez-vous interrogée à fond? Non, elle était trop bouleversée à ce moment-là. Et Monsieur Stevens? Non, je ne l'ai pas fait. Qui a fait l'objet d'un interrogatoire approfondi? Brenton Butler. Quelqu'un d'autre? Non, maître. Ce jeune homme a été enfermé dans une salle. Oui. Une salle insonorisée. Oui. Je peux prendre des photos de la salle? Il n'y a personne à l'intérieur. Non. C'est un type super sérieux. En fait, c'est le mari d'une amie. Voyons voir. À peu près 3 mètres sur 3. Donc, vous posez des questions à ce jeune homme et il vous explique « J'étais chez moi, j'ai mangé un yaourt. » C'est bien ça? Oui. Ça n'aurait pas été plus simple d'aller chez lui et de demander à ses parents « Était-il à la maison ?» Si. Vous l'avez fait? Non. Vous avez mené une enquête approfondie, consciencieuse et méticuleuse, n'est-ce pas? Objection, Monsieur le Président. Tout cela n'a aucun rapport avec l'affaire. De rejeter. Poursuivez, maître. C'est bien cela? J'ai essayé. N'aurait-il pas été consciencieux et méticuleux d'aller les voir ou de leur passer un coup de fil? Pouvez-vous me dire ce qu'a fait votre fils aujourd'hui? L'avez-vous vu? Quand? Comment était-il habillé? Vous auriez pu le faire? Oui. Pourquoi ne pas l'avoir fait? J'avais commencé à l'interroger, il avait été identifié et ses parents avaient dit aux 2 inspecteurs de mon équipe qu'ils avaient vu leur fils une demi-heure avant leur arrivée.
Alors qu'il était en garde à vue à ce moment-là. Où ça? Pardon. D'après ses parents, il n'était pas rare que Brenton sorte tôt le matin sans qu'ils le voient. Vous saviez qu'il n'avait pas l'arme sur lui, ni le sac à main, ni l'argent, ni le chapeau de pêcheur, n'est-ce pas? Exact. Bien. Avez-vous demandé à Brenton, on peut aller fouiller ta chambre? Non. Avez-vous réclamé un mandat de perquisition? Non. Pourtant, vous auriez aimé trouver l'arme, le sac, des vêtements tachés de sang, non? Oui, ça aurait été bien. Pourquoi ne pas demander un mandat? Je ne l'ai pas fait, c'est tout. Très bien. Avez-vous fait le tour des voisins pour demander, avez-vous vu Brenton dehors entre 7h et 8h ou 6h et 8h ce matin? Non. Vous ne l'avez pas fait le 7 mai? Non. C'est méticuleux et consciencieux? J'aurais peut-être dû le faire. Si on n'est pas capable de recadrer immédiatement le témoin, en le punissant ou en l'humiliant quand il ment, il n'hésitera pas à mentir ou à changer sa version des faits. Mais s'il sait que chaque fois qu'il me ment, je risque de lui dire, le 29 juin, vous avez prêté serment et vous avez donné telle réponse à telle question. Vous connaissiez la vérité. Ça a un effet dissuasif sur le témoin. C'est comme un chien. S'il s'oublie sur le tapis et que vous ne le corrigez pas, il continuera. Si un témoin ment à la barre et que vous ne l'humiliez pas, il continuera de mentir. Donnez un coup de journal sur le museau du chien et très vite il sera propre. C'est pareil avec un témoin. Avez-vous dit à Brenton Butler que vous aviez envoyé des agents informer ses parents de l'endroit où il se trouvait? Oui, les inspecteurs sont allés chez lui pour parler à ses parents. Parler et informer sont deux mots différents. Lequel était-ce? Je ne me rappelle pas ce que j'ai dit. Lui avez-vous dit que ses parents avaient été informés de l'endroit où il était? Je lui ai dit que ses parents étaient... que les inspecteurs s'étaient rendus chez lui et que ses parents... Les inspecteurs étaient allés chez lui et... Je ne me souviens plus exactement de ce que je lui ai dit. Les inspecteurs étaient allés chez lui, je me souviens avoir dit ça. A-t-il compris qu'ils avaient été informés de sa présence chez nous? Je ne sais pas. Il a demandé, mes parents sont-ils arrivés? J'ai dit, non, mais les inspecteurs sont allés chez toi. Le 27 septembre, alors que vous aviez prêté serment et connaissant la gravité de la question, je suppose que vos réponses étaient l'expression de la vérité. Oui. Mais depuis, vous ne vous souvenez plus. Comment ça se fait? Je ne me souviens pas exactement de cette partie de ma conversation avec Brenton. C'est ce que j'ai dit. Donc, nous ne connaîtrons jamais cette partie de la vérité. Non, monsieur, Avez-vous un moyen de l'établir? Non. Donc on ne la connaîtra jamais. Si vous le pensez. Vous lui avez dit que vous contacteriez un avocat pour lui? J'ai dit qu'on pouvait essayer de s'en occuper. Lui, avez-vous dit que vous alliez contacter un avocat pour lui? J'ai dit qu'on pouvait s'en occuper. Bon. L'avez-vous fait? Non. Avez-vous décroché votre téléphone? Non. Vous avez dit à ce jeune homme, à midi, qu'il avait droit à un avocat. Oui. Vous lui avez dit que vous alliez vous en occuper. Oui. Mais vous ne l'avez pas fait. Exact. Vous n'avez rien fait pour tenir votre promesse. Je n'ai rien promis, j'ai juste dit les choses. Et non, je n'ai pas appelé. Quand vous dites « on va s'occuper de l'avocat », ce n'est pas une promesse. Je ne promets rien aux individus que j'interroge. Je ne vous suis pas. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose... Mais je n'ai pas promis de le faire.
Je n'ai pas dit « je te promets de faire ci ou ça ». Vous ne le faites que si vous promettez. Non, c'est vous qui avez parlé de promesse. Donc vous n'avez rien fait. C'est exact. L'auriez-vous fait si vous aviez promis? J'en aurais décidé à ce moment-là. Vous saviez qu'à moins de 100 mètres de là où vous étiez, il y avait une audience au tribunal avec un avocat de l'assistance judiciaire. Pour la distance, je ne sais pas, mais il y avait bien une audience au tribunal et il y avait des avocats sur place. Avec le recul, ne pensez-vous pas que vous auriez pu mener une enquête plus approfondie et plus consciencieuse? Peut-être. L'autocritique est toujours utile, ça permet de faire mieux la fois d'après. Merci, monsieur. Reportez-vous au 8 mai dernier. Avez-vous trouvé un sac à main lors de votre promenade matinale? Oui, madame. À quel endroit? Dans une poubelle, à l'angle de Main et All Star. À 6h30 le lendemain matin, monsieur Stevens, qui vit en partie de la collecte de canettes vides, remontait cette rue. Il a trouvé le sac à main dans une poubelle devant un magasin. Il a traversé la rue et appelé la police. À l'intérieur du sac, il y avait le portefeuille et les papiers de la femme. Il ne savait pas s'il y avait aussi de l'argent, il n'a pas vraiment fouillé dedans. Il s'est avéré qu'il contenait près de $1200. Ils jettent leurs ordures quelque part au coin là-haut. Voilà la poubelle où le sac à main a été retrouvé. Pour jeter quelque chose à l'intérieur, quand la poubelle est vide, il faut lever le couvercle, il faut le toucher. Pourtant, la police ne s'est pas donné la peine de faire venir un technicien pour faire un relevé des empreintes. Entre ici et le Ramada Inn, il doit y avoir 1 millier de poubelles. Il y a forcément une raison pour qu'on ait choisi celle-là en particulier. Ça deal beaucoup dans le coin. C'est un quartier très mélangé. Il y a une drôle de faune qui vit derrière ce bâtiment. Depuis le motel, il y a une quinzaine de kilomètres. Quand la circulation est fluide, il faut compter 25 minutes en voiture. Pour un garçon de 15 ans à pied, ça fait une sacrée trotte aller-retour. Monsieur Stevens? Bien. Le sac à main était blanc avec des taches de sang. Vous les avez remarquées? Non. Vous avez regardé dedans pour voir à qui il appartenait? Je l'ai ouvert et j'ai sorti le portefeuille. À la télévision, ils n'avaient pas donné le nom de la femme assassinée. Dedans, j'ai trouvé tous ses papiers, ses cartes de crédit et tout le reste. Bonjour madame, Pat McGuinness du bureau de l'assistance judiciaire. Donc vous avez appelé un agent et vous lui avez remis le sac. Et je suis parti. Et vous avez continué votre tournée? C'est ça. Puis l'agent à qui j'avais donné le sac est revenu. Un agent en uniforme? Oui. Et il m'a dit, vous avez une minute? Oui. Quelqu'un voudrait vous parler. Alors l'inspecteur m'a dit, où est l'arme, mon garçon? Il vous a appelé mon garçon? En m'accusant de l'avoir prise. Il vous a appelé mon garçon? Si je me souviens bien, oui. Vous avez eu l'impression qu'il pensait que vous aviez pris l'arme? Oui. Il avait une attitude accusatrice vis-à-vis de vous? Il m'a accusé de l'avoir prise. Je lui ai dit, si vous voulez me fouiller, allez-y. Fouillez mon chariot aussi. Il y avait 3 sacs pleins de canettes accrochés à l'arrière. Allez-y, fouillez. Je n'ai pas d'arme. Il n'y en avait pas dans le sac. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a eu l'air sidéré et il m'a dit que je pouvais partir. Je vous remercie d'avoir bien voulu me parler. Je vous en prie.
Comme j'ai dit, c'est la première fois que je dois me rendre au tribunal. Espérons que ce sera la dernière. Merci de votre aide. Je ne sais pas comment le sac est passé des quartiers sud au quartier nord. Seul Dieu connaît la réponse. Moi, j'en sais rien. Comment allez-vous? Bien, monsieur McGuinness, et vous? Très bien. Que vous a dit l'inspecteur qui est venu vous voir? Il est descendu de la voiture et m'a dit « Où est l'arme, mon garçon ?»« Quelle arme ?»« Celle qui était dans le sac à main. » Je n'ai pas vu d'arme dans le sac à main. Si vous voulez me fouiller et fouiller mon chariot, allez-y. Mais vous ne trouverez pas d'arme parce que je n'en ai pas vu. Avez-vous eu l'impression qu'il vous accusait de l'avoir volé? Oui. Les Raiders de Oakland jouent bien cette année. Ils ont gagné 7-1. Les Chiefs 5-3 et les Broncos contre les Ducks 4-4. Non, pas du tout. Je veux juste que tu... Ça s'est bien passé aujourd'hui au niveau de la préparation. On est content parce qu'on a largement assez d'informations et de documentation à présenter au juge pour qu'il voit à quel point les choses ont été mal faites. Ton grand-père est passé pour me souhaiter un bon anniversaire. Il m'a dit que j'aurais un gros cadeau, mais je ne sais pas ce que c'est. Dis-moi, j'ai oublié ce que je voulais te demander. C'est toi le cadeau d'anniversaire, c'est toi. C'est ce que je me suis dit. Le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on puisse m'offrir, c'est Brenton. Bon, ton père va prier avec toi avant qu'on reparte. Je t'aime, mon chéri. Bien, mon fils. Prions. Notre Père qui êtes aux cieux, comme toujours, nous savons que vous veillez à l'ordre des choses. Notre Père, nous vous demandons d'être au tribunal demain. Nous vous demandons de donner à M. McGuinness tous les outils pour que son équipe et lui travaillent à nos côtés. Notre Père, nous vous demandons de toucher le juge, de toucher son esprit, pour qu'il rende des décisions justes nous concernant. Nous vous aimons, nous vous respectons, nous vous adorons et nous chantons chaque jour vos louanges. Amen. Hey, Brian, whatever. That piece of paper I gave you. Ils ont interrogé Brenton à plusieurs reprises, pendant 12 heures, et ils ont fait venir un type que je considère comme un spécialiste en matière d'aveu. Pourtant, il n'a pas réussi. Ça l'a énervé. Du coup, ils ont emmené un gamin de 15 ans dans les bois, et ils les ont laissés seuls tous les deux, le spécialiste et Brenton, histoire de pouvoir invoquer le principe de dénégation plausible. Cet homme l'a frappé 2 fois au ventre et 1 fois au visage. Il a passé à tabac un gamin de 15 ans
parce qu'il clamait son innocence. C'est lui? Ça avait l'air plus grave quand je l'ai vu. Oui, c'était bien plus moche quand j'ai pris les photos. Celle-ci est bien, mais ça ne rend quand même pas la réalité. Non, je l'ai vu le même jour que toi, et là, c'était affreusement gonflé. En général, j'attends la fin de l'interrogatoire pour prendre les photos. Mais là, on les a faites dès qu'ils l'ont amené, parce qu'on ne voyait que ça. Ici, on voit un peu mieux que c'est enflé. Est-ce qu'on peut essayer d'améliorer la résolution? Comme il est noir, les couleurs virent très différemment sur la peau. On expliquera au jury que ça ne rend pas compte de la réalité. D'accord. Celle-là est bien. J'ai appelé le procureur, ce que je fais rarement aussitôt dans la procédure. Je lui ai transmis les photos de Brenton et je lui ai fait part de ce qu'on pensait pouvoir prouver. Ça n'a servi à rien parce que, d'un point de vue politique, il se sentait obligé d'engager des poursuites pour défendre l'honneur des inspecteurs. Tout ce qui s'est passé depuis n'est qu'une tentative pour défendre l'honneur de ces inspecteurs, qui, pour moi, n'ont rien d'honorable. Veuillez décliner votre identité. Michael Glover, Où travaillez-vous? au bureau du shérif, Dans quelle brigade? à la brigade criminelle. Depuis combien de temps y travaillez-vous? 5 ans, Et au bureau du shérif? 11 ans. Où avez-vous vu M. Butler pour la première fois? Dans une des salles d'interrogatoire de la brigade. Que s'est-il passé quand vous êtes entré dans la pièce? Dès que je suis entré, l'accusé m'a regardé et m'a dit « Qu'est-ce que je suis content de vous voir ». Ensuite, vous avez parlé avec lui? Oui, je lui ai demandé « C'était un accident ?» Et là, il a hoché la tête en disant « Oui, je ne voulais pas tuer la victime ». Il s'est réfugié dans mes bras et s'est mis à pleurer. Je l'ai tenu dans mes bras. Il a ajouté que la victime l'avait regardé méchamment. C'est là que je lui ai chuchoté à l'oreille « Pourquoi as-tu abattu cette femme ?» Il m'a répondu qu'il ne voulait pas lui faire de mal, mais qu'il voulait juste son sac. Ensuite, il m'a déclaré qu'il tenait l'arme le long de son corps, qu'il avait levé le bras, braqué l'arme sur son visage et tiré. Après, il avait jeté le pistolet quelque part, mais il ne se souvenait plus où. Et ensuite? Je lui ai redemandé de me dire ce qu'il avait fait de l'arme et d'arrêter de me raconter des histoires. Alors il m'a dit qu'il l'avait jeté à l'arrière d'un 30 tonnes. Je lui ai répondu « Tu ne m'as pas menti, tu t'es montré coopératif. » Je lui ai dit que j'appréciais, mais que je ne croyais pas qu'il avait jeté l'arme à l'arrière d'un camion. J'ai reposé la question. Qu'est-ce que tu as fait de l'arme? Il a fini par reconnaître qu'il l'avait jetée dans les bois, près des lieux du crime. Glover est noir. Et c'est le fils du shérif. Par conséquent, beaucoup de gens vont croire ce qu'il dit. Il a été impliqué dans plein de trucs. Je trouve ça insupportable de l'entendre dire que Brenton s'est réfugié dans ses bras en disant « Qu'est-ce que je suis content de vous voir ». Moi qui connais bien Brenton, je sais qu'il faut l'apprivoiser et discuter avec lui. Ce n'est pas le genre de garçon qui se jette au cou des gens. Vous l'avez vu au tribunal, il est très réservé. Alors ce que raconte Glover, je n'en crois pas un mot.
Quand vous étiez dans les bois avec l'accusé, à part le retenir par sa ceinture, l'avez-vous touché d'une façon ou d'une autre? Non. L'avez-vous frappé? Non. Avez-vous élevé la voix? Non. L'avez-vous menacé? Non. Avez-vous menacé sa famille? Non. Et quand vous l'interrogiez avant, avez-vous menacé sa famille ou lui-même? Non, madame. Bonjour, monsieur Glover. Vous êtes parent avec Nat Glover? Oui. C'est le shérif? Oui. Depuis quand? Depuis 4 ans. Le 1er juillet 1995? Oui. La même année, vous êtes passé inspecteur à la criminelle? Oui. Ils avaient un gros problème. Il y avait 2 lieutenants, 2 sergents, les médias qui campaient déjà sur place, et une touriste blanche assassinée dans un motel de Floride. Et comme ils n'arrivaient pas à obtenir d'aveu, ils se sont dit, faisons intervenir un noir. Peut-être qu'il pourra établir un lien avec le gamin. Glover a dit, et je trouve ça incroyable, que Williams et Darnell lui avaient dit que d'après eux, Brenton était prêt à avouer. Ce sont ses propres mots, si je me souviens bien. Par conséquent, il arrive avec l'idée que le gamin va avouer. D'où son hostilité quand il lui dit « J'ai fait des trucs moches dans ma vie » et que Brenton répond « Moi, je n'ai jamais eu affaire à la police ». Oui. Mais vous ne saviez pas s'il était innocent ou coupable. Pas à ce moment-là. Vous avez dit à Brenton de dire la vérité. Oui. Mais vous saviez déjà quelle vérité vous vouliez entendre. Oui. Vous vouliez qu'il vous dise autre chose que ce qu'il répétait depuis 10 heures ce matin-là. Non, je voulais la vérité. Était-il coupable ou innocent? Vous étiez assis face à lui, vos genoux se touchaient. Oui. Vous avez appris ça dans les écoles de technique d'interrogatoire. Oui. Vous avez suivi 5 formations. Oui. On vous enseigne à avoir un contact physique avec la personne que vous interrogez, c'est ça? Qu'est-ce que vous entendez par contact physique? Toucher les gens. Oui, dans certaines techniques, on touche les gens. Donc, vous lui avez pris la main. Je lui ai tenu la main. Je ne parle jamais de Glover en l'appelant inspecteur. D'abord, il n'a fait aucun boulot d'inspecteur dans cette affaire. Et en plus, ça agace un témoin quand on ne lui donne pas le titre auquel il pense avoir droit. Or, quand je veux prouver qu'un témoin ment, j'essaie de le mettre mal à l'aise, de le prendre au dépourvu. De temps en temps, j'aime bien quand on me résiste. Ça veut dire que je vais gagner. Vous mesurez combien? 1,80 m. Et vous pesez? 108 kilos. Vous jouiez au foot à la fac? Oui. Dans l'équipe universitaire? Oui. Attaquant? Oui. Un attaquant, ça cogne. Oui. Vous étiez boursier? Oui. Vous étiez un bon cogneur? Oui. Vous cognez fort? Oui. D'après vous, le fait qu'un homme de 108 kilos, nettement plus âgé que lui, tienne la main de M. Butler, allait le mettre plus à l'aise et l'encourager à parler? Oui. Vous obtenez toujours ce résultat quand vous tenez un type par la main? Je ne passe pas mon temps à tenir des types par la main. Je l'ai fait en réponse à ce qu'il m'a dit quand je suis arrivé. Bien. Avez-vous demandé à M. Butler, Brent, vous lui tenez la main, où as-tu trouvé l'arme? Non. Lui avez-vous demandé si on l'avait déjà vu avec cette arme? Non. Lui avez-vous demandé où t'es-tu procuré les balles? Non. Lui avez-vous demandé où il l'avait rangé? Non. Comment ou dans quoi il l'avait transporté jusqu'au lieu du crime? Non. Vous n'étiez pas curieux? Pas à ce moment-là. Et depuis? Si. Vous avez fait une enquête? Non, je ne suis pas chargé de l'affaire. Je ne suis pas responsable. Non.
Vous n'étiez pas quelque peu intéressé par l'arme du crime? Si, je voulais la retrouver. Vous ne vouliez pas savoir de quel type d'arme il s'agissait? Pas à ce moment-là. Pourquoi 3 inspecteurs ont-ils conduit Brenton dans les bois? Je doute qu'ils l'aient fait uniquement pour le passer à tabac. Ça, je n'y crois pas. C'était l'idée de Glover. Mais Williams, l'inspecteur chargé de l'enquête, savait sûrement que les bois avaient déjà été ratissés par des agents et des chiens. Williams ne sait rien sur sa propre affaire. Il fallait que l'interrogatoire ait donné un résultat pour qu'il s'imagine que le sac et l'arme étaient peut-être dans ces bois, non? À mon avis, ils se sont dit, on n'a pas fait craquer le gamin, mais on sait qu'il a été arrêté dans le coin. Il y a une chance pour qu'il ait balancé l'arme. Essayons de mettre la main dessus. Si on la retrouve, on la lui mettra sous le nez et on le fera avouer. Si je vous comprends bien, vous nous dites qu'à la suite de votre conversation, Brenton Butler a reconnu avoir jeté l'arme dans les bois. C'est ça. Vous a-t-il dit où il se trouvait à ce moment-là? Sur la route. Donc, elle devait se trouver à un jet de pierre, c'est ça? Je ne sais pas, mais je suppose que oui. Il ne l'a pas expédié d'un coup de pied. Non. Il n'a pas dit que l'arme avait des ailes. Non. Par conséquent, un jet de pierre vous paraît une estimation correcte de la distance. Tout dépend de la force qu'on y met. Joyner et Darnell prétendent s'être garés au bout de Cagle Street. D'après Williams, ils ont passé environ 1 heure dans le bois. D'après Darnell, c'était 15 minutes. L'idée d'aller se balader dans ces bois à la nuit tombante, menotté et en compagnie de ce cher inspecteur Glover, n'a rien de rassurant. Le soir tombe, Glover frappe Brenton. Personne ne pouvait le voir de là-bas. Pendant que vous étiez dans les bois, combien de temps êtes-vous resté hors de vue des inspecteurs Darnell et Williams et du sergent Joyner? Une trentaine de minutes. Pourquoi vous ont-ils laissé seuls? Ils fouillaient la zone où il avait été vu. Mais vous teniez la personne censée savoir où l'arme se trouvait. Oui. Pendant tout ce temps, il était ficelé comme un saucisson, les bras attachés devant à sa ceinture, et vous le teniez en laisse. Oui, il était menotté. Il aurait été incapable de se défendre s'il s'était fait agresser. Je n'aurais pas permis qu'on l'agresse. Vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Donc, si vous frappez un individu qui vous fait face, vous le toucherez plutôt sur le côté droit ou le gauche. Objection, Monsieur le Président. C'est complètement... Retenu, reformulez votre question. En allant là-bas, vous espériez découvrir l'arme? Oui. Vous avez dû être déçu de ne pas la trouver. Oui. Ça vous a énervé? Non. Avez-vous frappé Brenton Butler 2 fois au ventre? Non. Une fois sur l'œil gauche? Non. Si vous l'aviez fait, ça aurait été une violation du règlement de la police, non? Exact. Étant donné que cela peut entraîner une suspension ou un renvoi, si vous l'aviez fait,
Nous diriez-vous la vérité? Oui. Avez-vous l'habitude de dire la vérité dans ce genre de situation? Objection, Monsieur le Président. Retenu. Qu'en avez-vous pensé quand vous l'avez vu? C'était très important, comme s'il avait été frappé par... Objection, le témoin tire des conclusions. Rejeté. Est-ce qu'on le distingue sur la pièce à conviction numéro 4? C'est pris d'un autre angle. Quand c'est enflé, je prends des photos sous différents angles pour qu'on voit bien. Tandis qu'avec un hématome, c'est plus facile. C'était à cette hauteur-là, juste là. Il y a une contusion. Montrez-nous sur vous, mademoiselle Smith. Ici, en plein milieu de la poitrine. Nous appelons Brenton Butler à la barre. En général, ce n'est pas facile de travailler avec des adolescents. Et ils manquent parfois de subtilité, ils ont parfois un vocabulaire limité et ont du mal à s'exprimer. Ils n'arrivent pas à se concentrer et ils se laissent distraire facilement. Donc ce que j'ai fait avec Brenton Butler, c'est que j'ai repris sa déposition et sa déclaration sous serment pour la demande de caution et j'ai tout découpé en petits bouts. À votre arrivée au commissariat, on vous a enfermé dans une pièce? Oui. Qui est entré? Les inspecteurs Darnell et Williams. Ensuite, vous avez vu l'inspecteur Glover? C'est ça. Connaissiez-vous déjà ce monsieur? Non. Quand il est entré, lui avez-vous dit « Qu'est-ce que je suis content de vous voir » Non. De quoi vous a-t-il parlé d'abord? De sport. Il s'est montré amical et sympa ou désagréable? D'abord, il a été sympa. Y a-t-il un moment où il a cessé d'être sympa? Oui. A-t-il tenu des propos racistes contre vous? Oui. Lesquels? Ce sont les négros comme toi qui me foutent en rogne. Que faisait-il en vous parlant? Il m'appuyait sur la poitrine. Avec quoi? Le doigt. Il m'appuyait du doigt sur la poitrine. Et il disait quelque chose? Oui. Quoi? Il m'a dit « je t'aurai ». Vous a-t-il touché une autre fois? Oui. Comment? Il m'a donné des coups de poing dans la poitrine. Montrez-moi. Comme ça. Vous a-t-il donné sa propre version des faits? Il m'a dit « tu as tué la dame accidentellement, tu t'es enfui et tu as jeté l'arme et le sac dans les bois ». Qu'avez-vous dit? Non, monsieur, je n'ai pas fait ça. A-t-il évoqué l'idée de vous emmener dans les bois pour chercher l'arme? Oui. Vous vous êtes enfoncé loin dans les bois? Assez loin. Est-ce qu'il faisait encore clair à cette heure-là? Non, il faisait sombre. L'inspecteur Glover vous a-t-il frappé? Oui. Où d'abord? Au ventre. Fort? Je suis tombé à genoux. Qu'avez-vous dit? Je peux pas vous aider. Je sais rien de ce sac. Qu'a-t-il fait? Il m'a frappé de nouveau. Qu'avez-vous fait? Je suis retombé à genoux. Vous aviez mal? Oui. Que s'est-il passé quand vous êtes tombé la deuxième fois? Je me suis mis à pleurer. Il m'a dit « t'es minable » et il m'a relevé par mon t-shirt. Vous a-t-il frappé à nouveau? Oui. Où? À l'œil gauche. Fort? Pas assez fort pour m'assommer.
Mais je suis quand même parti en arrière de 2 ou 3 pas. Je ne m'attendais pas à ce que la police reconnaisse qu'elle l'avait frappé. Il était donc important d'établir un lien entre ces blessures et l'interrogatoire. Mais comme les seuls témoins étaient les 3 inspecteurs et Brenton Butler lui-même, et que les policiers allaient forcément nier, la seule façon d'expliquer au jury comment il avait été blessé était de le faire appeler à la barre. Quand vous avez vu l'inspecteur Darnell, que vous a-t-il dit? Il a pris un formulaire. Et qu'a-t-il fait de ce formulaire? Il m'a dit, tu as agressé la dame, tu lui as braqué une arme sur le visage, tu l'as tuée, et tu t'es enfui jusque chez toi. Un truc dans ce genre-là. Pendant ce temps-là, que faisait-il? Il écrivait en même temps. Bien. Quand il a eu terminé, que vous a-t-il dit de faire? Il m'a dit de signer. Et puis? Il a posé la main sur son pistolet. J'ai demandé, vous allez m'abattre? Il a dit, t'as gagné. Il a dit que dans 10 secondes, il me frapperait. Les 10 secondes se sont écoulées? Oui. Qu'a-t-il fait? Il m'a frappé 2 fois sur l'œil gauche. Avez-vous signé? Oui. Bien. Brenton, avez-vous tué Madame Stevens au Ramada Inn le matin du 7 mai? Non. Étiez-vous au Ramada Inn le matin du 7 mai? Non, madame, j'y étais jamais allé. Bonjour madame. Bonjour. Veuillez décliner votre identité. Melissa Butler. Le matin en général, vous êtes debout avant 7 heures? Toujours. Vous souvenez-vous si c'était le cas ce matin-là? Oui, parce que je ne dors plus après 7 heures. Que faites-vous une fois levé? Le matin, je commence par prier. Ensuite, je vais à la salle de bain et je fais ma toilette. Ça m'a pris une dizaine de minutes. Après être sortie de ma chambre, je suis allée voir Brenton. Sa porte était fermée. J'ai ouvert. Il était encore couché, le dos tourné vers la porte, le visage face au mur. Quand je l'ai revu la fois d'après, je me trouvais ici. Et Brenton était juste là, dans l'entrée, près de la 4e chambre, ici. J'ai supposé qu'il en sortait après être allé à la buanderie, qui se trouve là. Vous êtes-vous parlé? Oui, je lui ai dit « Bonjour Brenton ». Il a répondu « Bonjour ». Avez-vous eu la visite de la police ce matin-là? Oui. L'un de ces messieurs vous a-t-il parlé ou a-t-il parlé à votre mari? Oui. Racontez-moi cette conversation. Ils ont demandé « Brenton Butler habite bien ici ?» On a dit oui. Mon mari a dit « Que puis-je faire pour vous ?» On veut juste lui poser quelques questions. Il n'est accusé de rien, on veut juste lui demander s'il sait quelque chose sur les cambriolages dans le quartier. Vous êtes allé le chercher. Brenton n'était pas là et vous l'avez dit aux policiers. Oui. Ça vous a inquiété? Était-ce inhabituel? Ce n'était pas rare qu'ils sortent sans nous avertir. Ce qui n'était pas normal, c'est qu'ils partent aussi longtemps. En général, il s'absente entre une demi-heure et 1 heure. Jamais il ne s'en va aussi longtemps. Et ça m'a inquiétée. J'ai appelé ma sœur Emma et je lui ai dit « J'espère qu'il ne lui est rien arrivé ». Elle m'a conseillé d'appeler ses amis. Celui qu'il voit le plus souvent s'appelle Sean. Je l'ai appelé pour lui demander s'il avait parlé à Brenton ce jour-là. Il m'a dit non. Là, j'ai compris qu'il était arrivé quelque chose à mon fils et... Excusez-moi. Prenez votre temps. Vous avez de l'eau si vous voulez.
Avez-vous pu parler à Brenton dans la soirée? Oui, mais il était très tard. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Il m'a dit, « Maman, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. » Il m'a dit, « Je vais passer le restant de ma vie ici parce qu'ils m'ont fait signer ce papier. » Quel papier? Il ne comprenait pas bien lui-même tellement il était bouleversé. Alors je lui ai dit, « Non, ça n'arrivera pas. Prie et tiens bon. » Objection, Monsieur le Président. Les références religieuses n'ont rien à voir dans cette affaire. Ça peut s'avérer utile pour comprendre l'ensemble de la conversation. Objection rejetée. Je lui ai dit de prier et de tenir bon. Que son père et moi ferions tout pour le sortir de là. Même s'il fallait hypothéquer la maison pour ça. Merci. Madame Starrett, à vous. Si vous souhaitez faire une pause, n'hésitez pas. Je voudrais juste clarifier certains points, c'est tout. Vous avez indiqué que la première fois que vous avez vu votre fils, il était encore dans sa chambre. C'est ça. Vous en avez déduit l'heure d'après vos propres habitudes. Oui. Vous n'avez pas regardé l'heure? Non. Et quelle heure était-il quand vous l'avez vu dans la buanderie? Ce n'était pas dans la buanderie. Je l'ai croisé dans l'entrée puisque j'étais dans le couloir en direction de l'entrée. Mais c'est le chemin de la buanderie? Oui. Où vous rangez vos produits d'entretien? Oui. Plus de questions, Monsieur le Président. Une dernière chose, Madame Butler. Vous savez que vous êtes sous serment. Oui. Avez-vous un doute sur la présence de votre fils à la maison entre 7h et 9h du matin? Aucun. Je sais qu'il était à la maison. Je vous remercie. Ils savaient qu'ils n'avaient rien. Que l'inspecteur était entré et avait écrit exactement ce qu'il voulait. C'est un homme qui obtient ce qu'il veut. Pour ça, il menace un gamin de 15 ans, le pousse du doigt, menace de dégainer son arme et l'oblige à signer un ridicule bout de papier qui ne rime à rien, qui n'a jamais rien prouvé. Il n'y a pas une once de vérité là-dedans. Mais ça pouvait faire illusion. Vous avez demandé à parler à l'accusé. Oui. Avec quelqu'un d'autre? Non, tout seul. Racontez votre conversation au jury. Je lui ai dit qu'on avait pris la décision de l'arrêter et de le mettre en examen pour le meurtre de Marianne Stevens, qu'on allait régler la paperasse, puis qu'il serait incarcéré dans un centre pour mineurs. Que s'est-il passé? Je lui ai dit que s'il voulait donner sa version des faits, c'était le moment ou jamais. Là, il m'a touché un genou, on se faisait face, et m'a dit « L'inspecteur Glover m'a dit que ça pouvait se passer en douceur. » Puis il m'a touché l'autre genou ou dans la douleur. J'ai dit « Je n'ai pas assisté à cet interrogatoire, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne se passera pas en douceur. Tu as commis un crime très grave. » Ensuite, je lui ai redemandé s'il voulait donner sa version. Il m'a dit oui.
Je suis sorti chercher les formulaires, puis je suis allé voir l'inspecteur Williams à son bureau pour l'informer que j'allais prendre une déposition écrite, que Brenton m'avait donné sa version des faits. Puis j'ai ajouté, je voudrais que tu ailles en salle d'enregistrement, j'ai besoin d'un témoin quand je prendrai sa déposition. Il a dit d'accord. Que s'est-il passé ensuite dans la salle d'interrogatoire? On a pris sa déposition écrite sur le formulaire du bureau du shérif. Une fois qu'on a eu fini, on l'a relu ensemble à voix haute. Je lui ai demandé s'il était d'accord. Il a dit oui, et il a signé en bas de chaque page pour attester qu'il s'agissait de sa déposition. Puis j'ai tiré un trait en diagonale à la fin du texte, et il a signé sur le trait et en bas de la page. Pas d'autres questions, Monsieur le Président. Bien. Maître, le témoin est à vous. Avant le contre-interrogatoire, il y a eu une interruption. Je suis sorti griller une cigarette. Au moment où je la sortais du paquet, il m'a regardé, pas franchement avec amour, et m'a dit « Vas-y, chope-toi un cancer ». Je l'ai regardé, je lui ai dit « J'aime bien fumer avant l'amour ». Je voulais qu'il sache que j'allais le baiser. Je pense qu'il a bien saisi le message. Et je l'ai baisé. Au début de l'interrogatoire, ce jeune homme s'est montré poli. Oui. Calme. Oui. Bien élevé. Oui. Ensuite, Williams et vous avez commencé à le traiter de menteur. Non. Vous ne l'avez pas traité de menteur? Je lui ai dit que je pensais qu'il mentait. Ce n'était pas ma question. L'avez-vous traité de menteur ou non? Directement. Et directement, c'est arrivé? Je ne m'en souviens pas. Ce n'est pas dans vos notes? Non, je ne me souviens pas. Ça arrive tellement souvent que vous ne le notez plus. Objection, Monsieur le Président. La question est hors sujet. Rejeté. Ça arrive tellement souvent que vous ne le notez plus? Quoi? Traiter les gens de menteurs? Non. J'aime ça. Et j'aime le fait que je n'ai pas cru ces hommes et que je n'ai aucun respect pour ce qu'ils ont fait. Ça me donne envie de me battre, de les démasquer et montrer ce qu'ils sont vraiment. Ce sont les 2 premières pages de la déposition que vous avez prise. Oui. Cette mention là-haut, elle est de votre main? Oui. Bien. Je sous-signais Brenton Butler déclare faire cette déposition de ma propre volonté sans qu'on m'ait menacé ou promis quoi que ce soit. Ce n'est pas lui qui a dit ça, si? Non. Ensuite, l'inspecteur Darnell rédige cette déposition à ma demande. Ce n'est pas lui qui a dit ça, si? Non. Vos dépositions commencent toujours par les mêmes phrases. Exact. Les prévenus vous demandent systématiquement de la rédiger. Certains le font. En pourcentage, ça fait quoi? Je ne fais pas de statistiques. Un pourcentage très élevé? Je dirais que la majorité d'entre eux me le demandent. Est-ce en raison de votre calligraphie exceptionnelle? Je suppose qu'ils sont trop paresseux pour écrire eux-mêmes. Vous saviez qu'ils savaient lire et écrire? Bien sûr. Ça ne vous a pas paru une bonne idée, puisque vous vouliez sa version des faits, de le laisser l'écrire lui-même? C'est sa version des faits. Bien. Hier soir, je suis rentré tard et je n'ai rien mangé. Avez-vous vérifié si c'était vrai? Non. Vous a-t-il paru mal nourri quand vous l'avez interrogé? Non. L'inspecteur Williams se trouvait bien dans la salle d'enregistrement. Oui, il y était. Il a donc entendu tout ce que vous disiez. Je ne saurais dire ce qu'il a entendu. À votre connaissance, le micro était toujours ouvert dans l'autre salle? Oui. La femme m'a regardé méchamment en murmurant « sale nègre ». Monsieur Stevens a-t-il confirmé ces propos? Je n'ai jamais interrogé M. Stevens sur cette affaire. Pourtant, vous aviez lu et relu le rapport. J'ai lu ce qui me paraissait pertinent. Bien.
Quand j'ai sorti l'arme de ma poche, le coup est parti. C'est ce qu'il a dit? Oui. J'avais appuyé sur la détente involontairement. C'est le mot qu'il a employé? Non, il a dit « Je ne savais pas que j'avais appuyé sur la détente ». Mais l'autre mot sonnait mieux. C'est comme ça que je l'ai écrit. J'ai pris l'argent dans le portefeuille de la femme et l'ai mis dans le mien, c'est ça? Oui. Il a dit ça. C'est ce qu'il m'a dit. Ensuite, je suis rentré nourrir mon chien. Il vous a dit pourquoi c'était aussi important? Je n'ai pas eu l'impression que ça l'était. C'est simplement ce qu'il a fait en rentrant. Pourquoi rentrer chez lui alors qu'il vient de voler et tuer quelqu'un? Il vous l'a dit? Non. Plus tard, je me rendais à Blockbuster Video pour remplir un formulaire de demande d'emploi. Pourquoi travailler quand on vient de débuter dans le vol à main armée? Je ne sais pas. Quand la police m'a arrêté, l'agent m'a demandé de l'accompagner au Ramada Inn, ce que j'ai fait. Pourquoi accompagner l'agent alors qu'il venait de tuer quelqu'un là-bas? Il m'a juste dit qu'il avait obtempéré. Obtempéré, c'est ce qu'il a dit? Non, ce sont mes mots. J'aimerais qu'on fasse le tri entre vos mots et les siens, d'accord? L'homme qui était avec la femme que j'ai tuée s'est approché de la voiture et a dit que c'était moi qui avais tiré. Il a dit ça? Oui. Vous l'avez entendu prononcer ces paroles à voix haute? On formulait les phrases et... A-t-il prononcé ces paroles à haute voix? En fait, c'est moi qui parlais et il acquiesçait. Bien. Quels sont les mots qu'il a prononcés et qu'on a pu entendre dans la salle d'enregistrement? Tous? Y avait-il quelqu'un dans cette salle? L'inspecteur Williams. Par conséquent, il l'a entendu prononcer ces mots, non? La salle d'enregistrement, où se trouve-t-elle? L'avez-vous entendu demander à l'inspecteur Darnell de rédiger sa déposition pour lui? Non. Avez-vous entendu Brenton Butler dire « Hier soir, je suis rentré tard et je n'ai rien mangé » Non. A-t-il dit « J'ai abordé un couple de blancs âgés pour leur demander de la monnaie » Vous l'avez entendu? Non. Pendant le moment où vous avez suivi sa conversation avec Darnell, a-t-il décrit un détail des vêtements de la dame qu'il est censé avoir tuée? Je n'ai rien entendu à ce sujet. L'avez-vous entendu dire qu'il avait tué quelqu'un? Non. Au cours des 6 mois qui ont suivi ces événements, quels sont les faits décrits ici que vous avez vérifiés? Je n'ai cherché à en vérifier aucun. Merci, monsieur. Yes, Lord. Today, home praying and lifting up your holy name. We thank you for prayer partners like that. Bless us and hold us and keep us. In Jesus' precious name we pray. Thank you, Lord. Amen. I'll probably... Je vais probablement aller me coucher vers 22 heures et je me relèverai vers 2h30. À partir de toutes les notes que j'ai prises au cours des semaines et des mois précédents, j'entamerai un processus de distillation. Autrement dit, je vais éliminer tout ce qui ne me paraît pas assez important pour être cité dans ma plaidoirie d'1h30 et conserver uniquement les faits qui nous serviront le mieux. Puis je tâcherai de présenter ces faits de façon à convaincre le jury.
will ring true with them. Are these things we've heard worthy of belief? Ce qu'on a entendu est-il crédible? Est-ce que ça se tient par rapport aux déclarations d'autres témoins et aux preuves matérielles? Les déclarations des inspecteurs sont-elles vraies ou fausses et comment le montrer? Les jurés pourraient très bien se retourner contre moi demain. Et quand je dis contre moi, je le prends personnellement. Mais la personne qui en souffrira dans cette affaire, c'est Brenton Butler. Il risque même de le payer de sa liberté. Ça me fait très peur parce que je suis intimement convaincu qu'il est innocent. Je n'ai pas le droit de le dire aux membres du jury. Je ne peux pas leur dire que c'est ce que je crois. Je dois leur dire que c'est ce que les preuves démontrent. Mais il se peut qu'ils ne soient pas d'accord avec ma façon de voir les choses. Si ça devait arriver, je ne sais pas ce que je ferais. C'est une défaite que je ne vivrai pas bien. Mesdames et messieurs, l'accusé Brenton Butler a tué Mary Ann Stevens au cours d'une tentative de vol à main armée le 7 mai de cette année. Le ministère public doit prouver ces faits de façon indubitable. Pour cela, je vous soumets les éléments en notre possession. Nous avons un témoin oculaire, quelqu'un qui était présent et qui a vu son épouse abattue sous ses yeux par Brenton Butler. 4 ou 5 secondes durent une éternité quand on est face à un homme armé. Vous avez entendu Madame Finel compter, et je vais le refaire. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, tandis que vous regardez cet homme brandir une arme et tirer sur votre femme. Monsieur Stevens est un homme âgé de 65 ans. Il vous a parlé de ce qu'il a vécu dans sa vie. Je vous demande de tenir compte de ceci. Il a vu cet homme et 2 heures et demie plus tard, il a identifié l'accusé en précisant « J'en suis sûr, jamais je n'enverrai un innocent en prison ». À présent, l'alibi. Le meurtre de Madame Stevens a eu lieu vers 7h30 du matin le dimanche 7 mai. L'accusé habite à moins d'1,5 kilomètre de là. Il faut moins de 5 minutes pour s'enfuir du lieu du crime, puis 5 à 10 minutes pour arriver chez lui. Ce n'est pas très loin. D'après sa mère, entre 7h et 7h15, elle a entendu l'accusé dans la salle de bain. Puis vers 8h, elle le voit sortir de la buanderie. Pensez bien à ce détail. C'est sa mère qui le dit. Vers 8h, soit 30 minutes après que Madame Stevens a été tuée. Enfin, les aveux. L'accusé a déclaré qu'il n'avait jamais fait ses aveux. Pas qu'on les lui a extorqués, mais qu'il ne les a jamais faits. Ça, c'est ce qu'il prétend. Eh bien moi, je vous dis que cette affirmation est honteuse. C'est ignoble. Prétendre que les policiers ont tabassé ce garçon de 15 ans pour l'obliger à signer des aveux écrits qu'il n'aurait pas faits est ignoble. Si vous le croyez à l'issue de ce procès, je vous enjoins de prévenir les médias, le FBI, qui vous voulez, parce que c'est honteux. Mais pour croire à ces allégations, il faudrait croire à l'existence d'un complot digne d'un film d'Oliver Stone. Regardez cet individu. C'est lui qui a avoué. Lui qui a raconté sa version des faits telle que l'inspecteur Glover nous l'a racontée. Monsieur McGuinness va bientôt s'adresser à vous. Tout en l'écoutant, je vous demande de penser à ce que je viens de vous dire. Je vous demande de ne pas oublier que Monsieur Stevens, le seul et unique témoin oculaire du meurtre, a reconnu et identifié l'accusé. Il l'a reconnu à son visage. Rien que cela suffit à prouver notre thèse au-delà du doute raisonnable. Merci. Winston Churchill
a dit que la qualité d'une nation civilisée se mesurait à l'aune des méthodes employées par sa police pour faire appliquer le droit pénal. Si j'en juge par cette unité de mesure, nous sommes très mal partis. Qu'avez-vous appris sur cette enquête? Êtes-vous satisfait? Pouvez-vous ratifier et accepter tout ce qui s'est passé dans cette affaire? Je doute que ce soit possible sur la foi des preuves établies. La police a été confrontée à un problème. Il y a eu un meurtre à ce motel de quelqu'un venant d'un autre État. Ce sont les crimes les plus difficiles à résoudre. Ils exigent un travail policier efficace, une attention aux détails, une appréciation des preuves matérielles et une analyse minutieuse. Ça n'a pas été le cas ici. Alors, qu'a fait la police? Dans le film Casablanca, il y a cette réplique: rassembler les suspects habituels. La police a donc cherché des Noirs. Or, 2h30 après le meurtre, un jeune homme de 15 ans est en route pour aller retirer un formulaire de demande d'emploi. C'est un jeune homme qui a déjà travaillé par le passé, qui paie lui-même ses vêtements et ses CD. Mais le ministère public voudrait vous faire croire qu'à 15 ans, il se lève, avale son yaourt, décide de tuer quelqu'un, le fait et rentre ensuite nourrir son chien. Un jeune homme que personne n'a jamais vu avec une arme à la main. Monsieur Stevens l'a identifié. Il a identifié un homme plus petit de 10 cm que celui qu'il avait décrit, de 5 à 10 ans plus jeune, qui portait un t-shirt dont la caractéristique la plus visible est son logo Nautica. Or, le tueur devait tenir son arme à hauteur de la poitrine, si on en croit l'angle de tir décrit par le docteur Floro. L'arme devait se trouver à cette hauteur. Il est donc impossible de ne pas remarquer le logo à 75 cm de distance, s'il est bien là. C'est justement cette identification qui a posé de gros problèmes à la police. Le seul témoin oculaire était tellement désireux d'identifier le tireur que la police s'est sentie obligée de lui donner ce qu'il voulait pour boucler l'affaire. Les équipes de télévision étaient déjà sur place et toute l'histoire allait faire beaucoup de bruit. Une victime blanche, un tueur noir, une touriste en Floride. C'est justement l'attention des médias, le côté racial de l'affaire et les pressions sur la police qui ont déterminé ce qui s'est passé plus tard dans la journée. Pourquoi ses collègues ont-ils laissé Glover s'éloigner dans les bois? Ce monsieur prétend qu'il tient l'homme qui sait où se trouve l'arme. Ils vont tous sur place et là, Glover s'enfonce dans la forêt, hors de portée de voix et de vue de tous les autres, sans lumière, alors qu'il cherche une arme, selon lui. Et là, il frappe un gamin de 15 ans, 2 fois en plein ventre et 1 fois sur l'œil. Pourquoi a-t-on fait appel à Glover? Nous savons désormais que son talent principal date d'une époque où son père n'était pas encore shérif, avant que la police ne découvre son potentiel d'inspecteur à la criminelle. Avant ça, son talent principal était de cogner les gens. Objection, Monsieur le Président. Pouvons-nous approcher? Oui, greffière, approchez également. Vous avez peut-être remarqué, quand l'inspecteur Glover a déposé à la barre, qu'il était droitier. Quand un droitier frappe quelqu'un qui lui fait face, quel côté va-t-il toucher? Nous savons qu'au début de sa garde à vue, Brenton Butler n'avait pas une égratignure. Il n'en est pas ressorti dans le même état.
Nous avons passé des heures à parler à des témoins, à qui il a fallu arracher la vérité, bribe par bribe. Mais à présent, vous savez ce que l'inspecteur Williams aurait dû savoir s'il s'était donné la peine de vérifier les faits. Et je crois que ça révèle une chose très inquiétante. Il y a toujours un homme en liberté quelque part, âgé de 20 à 25 ans, d'environ 1,80 m. Il porte un polo orné d'un col et il possède toujours une arme. Et parce que l'enquête n'a pas été menée correctement, il est probable qu'un autre citoyen en fasse les frais, parce que le boulot n'a pas été fait comme il aurait dû être fait. C'est pourquoi je vous demande, individuellement et collectivement, d'être fidèle à votre serment de juger en toute équité. Si vous le faites, croyez-moi, ce sera le plus beau Thanksgiving qu'on fêtera chez les Butler. Je vous remercie de votre attention. Pour que vous soyez reposés et que vous ayez l'esprit parfaitement clair, nous allons suspendre l'audience pour ce soir. Nous nous retrouverons donc demain matin à 9 h devant les portes de la salle 401. Nous avons confiance dans le Seigneur. Il en a toujours été ainsi, car sans le Seigneur, qui sait où nous serions aujourd'hui? Ce n'est pas une erreur. Le Seigneur ne commet pas d'erreur. Nous serons là, et le Seigneur sera là avec nous dans la salle d'audience. Il sera dans cette salle. Et quand ils te permettront de rentrer à la maison, quand ils te libéreront, les Alléluia et les cris de joie retentiront dans la salle. Les tiens nous porteront hors de la salle. Quand tu sortiras, tous les chrétiens seront réunis pour remercier le Seigneur et chanter ses louanges. Brenton Leonard Butler, le prévenu dans cette affaire, est accusé de meurtre avec préméditation et de vol à main armée. Si vous considérez que Marianne Stevens a été tuée par Brenton Leonard Butler, vous tiendrez compte des circonstances entourant le meurtre pour établir s'il s'agit d'un meurtre avec préméditation, d'un homicide volontaire, d'un homicide involontaire, ou bien s'il s'agit d'un homicide avec circonstances atténuantes résultant d'un état de légitime défense. Un doute raisonnable n'est pas qu'un doute théorique, imaginé ou imposé. Le doute raisonnable signifie que les preuves sont contradictoires ou trop insuffisantes pour établir avec certitude la culpabilité de l'accusé. Si vous avez un doute raisonnable, vous déclarerez l'accusé non coupable. Dans le cas contraire, vous déclarerez l'accusé coupable.
Jesus' name. Amen. If you're here for the Brenton Butler case, if you would please remain in the courtroom quietly. The jury has reached a verdict. Eric Walden. Eric. Le verdict va être rendu. Tu peux venir. Préviens Sue et les autres. Ça veut dire quoi? Ils ont mis 45 minutes seulement. Je ne sais pas. Ils sont soit pour nous, soit contre nous. J'espère que c'est pour nous. Toutes les personnes qui étaient sorties ont-elles pu reprendre leur place? Monsieur Stevens est là, la famille Butler également. Pouvons-nous commencer, maître? Parfait. Faites entrer les jurés. Monsieur Young, vous êtes le président du jury. Oui. Le jury est-il parvenu à un verdict? Oui, monsieur le juge. Veuillez remettre votre formulaire à notre greffière qui va lire le verdict. Mesdames et messieurs les jurés, je vous demande de vous lever. Dans la 4e circonscription juridique du comté de Duval en Floride, affaire numéro 2563 5CF, division CRG, opposant l'État de Floride à Brenton Leonard Butler. Le verdict pour le premier chef d'accusation est le suivant. Nous, les jurés, déclarons l'accusé non coupable. S'il vous plaît, faites silence dans le tribunal. Affaire numéro 2563 5CF, division CRG, opposant l'État de Floride à Brenton Leonard Butler. Le verdict pour le second chef d'accusation est le suivant. Nous, les jurés, déclarons l'accusé non coupable. Fait à Jacksonville en Floride, signé par le président du jury le 21 novembre 2000. Le procureur ou l'avocat de la défense souhaite-t-il interroger les jurés? Non, Monsieur le Président. Bien. Mesdames et messieurs les jurés, asseyez-vous, je vous prie. Je tiens à vous remercier de votre patience. J'espère que vous quitterez ce tribunal avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose pour la communauté et le système judiciaire pénal. J'espère aussi que vous êtes fiers de ce procès et de votre contribution à notre système qui, pour moi, reste le meilleur système judiciaire du monde. Ils ont acquitté Brent. Oui. Beau boulot, Anne. Au revoir, messieurs. Merci. Le voilà. I'm very happy that a good young man has been returned to his family for Thanksgiving. Not guilty.
Il y a toujours un homme en liberté quelque part, âgé de 20 à 25 ans, d'environ 1,80 m, qui possède toujours une arme parce que le boulot n'a pas été fait comme il aurait dû être fait. Restez avec nous pour le journal sur ABC 25. Un lycéen avait été accusé de meurtre, jugé et acquitté. Un an plus tard, la police reconnaît avoir arrêté un innocent. Notre reporter, Winston Dean, se trouve devant le Ramada Inn où tout est arrivé. Winston, parlez-nous de l'homme grâce auquel l'affaire a été résolue. Il n'appartient pas aux forces de police, je crois. Effectivement, Alan. Et pour ceux qui s'indignent de ce qui est arrivé à Brenton Butler, le plus inquiétant dans cette histoire est que l'homme qui a peut-être résolu ce crime ne fait effectivement pas partie de la police. C'est un avocat payé par les contribuables, quelqu'un qui n'a jamais renoncé, l'avocat commis d'office de Brenton Butler. La première semaine de janvier, le client d'un avocat commis d'office nous a transmis un tuyau. Il avait partagé sa cellule avec un certain Juan Curtis. Ce Juan Curtis a reconnu qu'il était le meurtrier, qu'il avait tiré sur Madame Stevens parce qu'elle lui avait jeté son café au visage pendant qu'il la braquait. Après le premier procès dans cette affaire, M. Stevens nous a redonné le sac à main et nous l'avons soumis à un examen plus approfondi. Nous avons ainsi découvert une empreinte appartenant à Juan Curtis, le véritable tireur. Juan Curtis. Monsieur Curtis, vous êtes accusé de meurtre et de vol à main armée. Souhaitez-vous que je nomme un avocat pour vous assister? Signez ce formulaire. Je pense que vous répondez aux critères pour bénéficier de l'assistance judiciaire. Je vais donc charger un avocat de vous représenter. Il vous contactera à la prison du comté. Ronald Page. Monsieur Page. Skinny black male wearing dark shorts, a no shirt, and on a hat. The latest update is a black male, 20 to 25 years of age, with skinny legs, 6'2". Ça pourrait être lui comme n'importe qui d'autre.